cherchez une école de référence pour une double formation universitaire et professionnelle de qualité? Voici l'opportunité à ne pas rater. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous offre des programmes d'enseignement en licence et en master orientés vers l'emploi qui font d'elle une référence à travers les filières de l'administration générale et territoriale, l'administration du travail et de la sécurité sociale, droit, diplomatie et relations internationales, administration hospitalière, universitaire et intendance, journalisme et métiers de l'audiovisuel et toutes les filières des sciences de gestion. Une seule adresse, www.esae.bj. Rendez-vous dès maintenant sur nos campus ESAE Bedromende au numéro 90 93 65 21 ou au numéro 98 98 14 00. Paracourt sur le numéro 52 46 12 12. Aboumé-Calavi au numéro 52 88 44 44. Akpata au numéro 52 88 33 33. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bon après-midi, nous sommes le lundi 17 mars 2025. Vous êtes sur ESAE Télévision et c'est votre émission Le Monde en 52 minutes. Ce lundi, nous aurons au Congo démocratique une escale du côté de l'Afrique du Sud. La Turquie s'invite au débat. Nous allons terminer par le Canada pour en parler. J'ai avec moi Morgana Sogba Metondi, consultant en géopolitique. Bonsoir. Bonsoir, Tatiana. So a long time. Very long time. Happy to be back. En face de Morgane, Joël Ataï Guédegbe, il est expert en gouvernance. Bonsoir. Bonjour Tatiana, bonjour Morgane, le revenant. Direction le Congo démocratique, discussion directe avec le M23 à Luanda. Kinshasa sera-t-elle de la partie? Le M23 et les autorités congolaises attendues du côté de Luanda, ce sera demain. Oui, c'est une annonce constructive. Maintenant, est-ce que les partis sont réellement prêts à discuter? Je pense qu'il faut tenir compte du facteur des différentes entreprises de la RDC qui a déjà commencé par discuter avec les États-Unis par rapport à leur apport, leur soutien dans cette crise. Et si les discussions avec les États-Unis se retrouvent à un niveau assez avancé, surtout qu'on sait qu'il s'agit des minerais et que les États-Unis, ces derniers jours, visent ces différents éléments nécessaires pour leur industrie, probablement, si c'est avancé, la RDC n'ira pas à cette rencontre parce qu'elle ne trouvera pas l'utilité de le faire et ce serait aller à l'encontre de ces démarches. Mais si on se retrouve dans un contexte où les discussions sont juste préliminaires et que selon les différentes enquêtes ou les renseignements de la RDC, la partie du M23 est réellement dans une perspective de discussion, je pense qu'on pourrait voir une rencontre assez réussie, surtout quand on compte avec la capacité de l'Angola pour pouvoir rassembler les deux parties. On sait que l'Angola et la RDC ont une sorte de rapprochement, une évolution de leur relation. Donc je pense qu'on est là dans une perspective qui pourrait marcher. Mais quand vous regardez la chose de façon plus ou moins spécifique, la position du M23 qui vient de gagner quelques villes et qui se retrouve et pas des moindres, hein? Pas des moindres. Du côté de la RDC où on qualifie déjà le M23 de groupe terroriste et de la nécessité d'en découdre, vous vous retrouvez dans une perspective où l'affrontement semble être le seul moyen d'en finir et de mettre fin à cette crise. Alors Joël, je me retourne vers vous. Kinshasa, qui au départ a déclaré avoir pris acte de cette invitation, mais qui est restée silencieuse par rapport à sa participation, mais qui, dès les premières lueurs de ce matin, a déjà quand même à dire un oui, un non. Mais finalement, à quel jeu joue Kinshasa? Est-ce que Kinshasa voudrait vraiment la paix du côté de l'Est de son pays? Oui, on ne peut pas douter de la volonté de Kinshasa d'aller à la paix et d'aller à la table de négociation. Mais la question était avec qui? Je le dis un peu au passé parce que beaucoup de choses ont évolué. Le M23 sur le terrain a marqué quand même des points et pas des moindres. Hein? Et donc, il est difficile de nier cette évidence-là. Quand on dit Luanda, on devrait aussi dire Nairobi, parce qu'en réalité, il y avait deux processus. Luanda, c'était interétatique, et Nairobi, c'était intra-
et intra-RDC avec les différents mouvements. Il était question, avant l'évolution fulgurante du M23, de joindre les deux processus, en cas l'Union africaine militaire pour cela, Nairobi et Luanda. Est-ce que tacitement, c'est vers ça qu'on est en train d'aller? Et de ce fait, la RDC, enfin le gouvernement, actuellement au pouvoir, n'aurait pas d'autre choix que d'avaliser un peu cela. Et on a le grand parrain américain qui a changé et qui peut sérieusement, comme il a montré, lâcher les autres, c'est ça? Oui, ou en tout cas faire la pression qu'il lui plaira de faire sur qui il voudra. Donc nul ne sait où on va dans tout ça, qu'est-ce qui a pu se passer dans les coulisses. Les fameuses terres rares de la RDC seraient parmi les plus nombreuses, les plus prodigieuses du monde. Et donc, même si au niveau de l'Union européenne, de l'Europe, l'opinion publique commence par interpeller les gouvernements sur l'indécence qu'il y avait à contracter avec un gouvernement agresseur, celui du Rwanda, qui allait piller littéralement le voisin pour fournir les Occidentaux. Ce n'est que le début de quelque chose, d'une indignation, mais on sait très bien que le monde, par rapport aux intérêts des puissants, n'a que faire de la moralité et du bon sens. Mais attendons de voir, peut-être qu'une dynamique nouvelle va se mettre en place. Je note que Rwanda, contrairement à Pretoria, n'intervient pas sur le terrain alors qu'il en a la capacité. Donc c'est plus que jamais la carte diplomatique que le président João Matos est en train de mettre en œuvre. Gageons que ça aide à quelque chose, à arrêter au moins le massacre sur le terrain. Alors justement, dites-nous un peu, vous qui êtes le consultant en géopolitique sur ce plateau cet après-midi, en se rendant du côté de Luanda, qui du M23 ou alors de Kinshasa s'en va déjà quand même avec un avantage, histoire de faire basculer les choses. Il faut comprendre que s'il y a une partie qui est le moins avantagée dans toute cette histoire, c'est bel et bien l'État de la République démocratique du Congo. Les rebelles, ils ont pour la première fois atteint ce niveau de contrôle. Et il faut rappeler que quand on parle de rebelles, il faut noter qu'à la tête de ce groupe rebelle, de façon factuelle, on a un ancien membre des forces armées de la RDC qui, quand vous voyez sa position et sa façon de s'adresser au gouvernement en place, estime que ce n'est pas un gouvernement qui mérite même d'être considéré comme un gouvernement en place. Et de l'autre côté, il faut compter avec le soutien du Rwanda. On ne peut plus s'en passer, mais c'est un soutien assez évident. Dans quelle perspective? Maintenant, quand on essaye d'aller plus loin dans une dynamique géopolitique, on se rend compte qu'il ne s'agit pas que de la RDC et du Rwanda. On se rend compte qu'il y a aussi d'autres États ou d'autres acteurs géopolitiques qui se retrouvent dans la dynamique. Il y a la Chine qui a beaucoup d'intérêts en RDC. On a les États-Unis qui ont des intérêts et on a l'Union européenne qui, malgré... Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup d'acteurs. Et donc, les négociations... Et pas des moindres en plus. Oui, les négociations ne se résument pas au Rwanda, à la RDC et au M23. Ça va beaucoup plus loin. Et donc, il faudrait que ces acteurs-là s'intéressent d'une façon ou d'une autre à la question ou que le peuple congolais décide réellement de mettre fin à cette situation plus ou moins maladive auquel il fait face depuis même les indépendances. Donc il y a un problème fondamental qui est là, mais un problème fondamental qui côtoie une problématique géostratégique et géopolitique. Et là, on est vraiment dans une situation très difficile, même si on venait à avoir aujourd'hui un accord entre le M23 et le gouvernement en place, c'est difficile de parler d'accord durable parce qu'il y a beaucoup de problématiques qui ne seront pas résolues. C'est ce qui nous a conduit à là où on est aujourd'hui parce que le M23 est né des accords
mal ficelée et mal mise en œuvre. Voilà. Donc aujourd'hui, on est face à une situation où on résout toujours le problème juste en surface, mais on ne s'attaque pas au magma du problème. Alors, je me retourne vers vous. Joël, lorsque Kinshasa exige que les discussions ne peuvent pas se faire qu'à travers les deux processus déjà en cours, à savoir Nairobi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et Luanda, tout porte à croire que Félix Tshisekedi croit que la RDC a encore toutes les cartes en main. Je crois qu'il est en train de déchanter malgré tout. Le principe de réalité s'applique ou va s'appliquer nécessairement. Et Morgane a bien fait de dresser la cartographie des intervenants externes et beaucoup dépendant d'eux. Les acteurs internes, malheureusement, n'ont que très peu de levier. Et ils sont quasiment des marionnettes ou en tout cas sous la dépendance des acteurs externes. Et est-ce que ces puissances ont décidé à offrir la paix aux Congolais? Et ensuite, est-ce que les Congolais entre eux-mêmes sont décidés à cohabiter, à résoudre leurs contradictions internes? Et il y a quand même des peuples, pour ne pas dire des nationalités, qui sont juxtaposés. Et il faut résoudre sérieusement la question de l'appartenance à un État national. Et si M. Tshisekedi, qui a eu la chance de jouir de la première alternance démocratique de la RDC, et encore plus d'avoir un second mandat, s'il n'est pas habité par une stature d'homme d'État et voulant rentrer dans l'histoire, comme celui qui va stabiliser enfin son pays, ce serait réellement regrettable. Et là se pose toujours la question du leadership en RDC. Ah oui, avant de passer au second sujet, que pensez-vous de la posture de Joseph Kabila qui, à un moment donné, il était très silencieux, mais il a fallu que le M23 engrange du terrain au niveau de l'Est du Congo. Il connaît le chemin. Et puis... Pour qu'on se rappelle, bien entendu, qu'il y a quand même un parti au niveau du Congo démocratique dirigé par Joseph Kabila. Cette posture-là, quelle est la lecture que vous faites de ça? Oui, je pense que mon vis-à-vis l'a si bien dit. Il a précisé que la RDC aujourd'hui est un État, mais pas un État-nation. La grande problématique des populations ou même des leaders en RDC, c'est leur difficulté à faire de ce pays-là un État-nation, où les différents groupes ethniques ont la volonté de vivre ensemble, de se mettre ensemble pour travailler. Dès les indépendances, on a compris qu'une nation de la RDC était difficilement réalisable. On a vu beaucoup de rébellions entre griffes qui montraient que ces peuples-là estimaient que les ressources qui étaient sur le sol ne devraient servir qu'à leur développement et non au développement de la RDC, qui est un immense pays. Immense pays avec de multipotentiels. Mais je pense que la problématique n'est pas qu'au niveau, c'est aussi un héritage. Oui. L'héritage des anciens maîtres de colons qui ont laissé les citoyens de la RDC dans une sorte de division à la fois sur le plan intellectuel, même sur le plan administratif et même sur le plan des interactions avec ces différents acteurs. Donc je pense qu'il y a une problématique de fond qui mérite réflexion, mais cette réflexion ne pourra se faire que lorsque tous les acteurs politiques de la RDC, que ce soit Kabila, comme vous l'avez dit, qui est un ancien chef d'État, normalement très au courant même de ce qui se passe, et devrait être le premier attendre quand même la branche d'Olivier. Pas seulement la branche, se mettre au devant de la scène, tenir les bras de M. Tshisekedi pour dire cette problématique, voilà comment nous allons la résoudre. Parce que on a vu pendant je ne vais pas dire le règne, pendant la présidence de Kabila, qui a eu, c'était pas aussi flagrant, les avancées. Une sorte d'accalmie quand même de ce côté-là. Donc, il y a un aspect aussi de la question qui rend la chose compliquée et qui dénote aussi de cette difficulté d'État-nation. M. Tshisekedi refuse de s'asseoir autour d'une table avec le M23. Ce qui est compréhensible d'un point de vue du droit international et de tous les principes de leadership, mais ce qui est difficile à percevoir d'un point de vue de résolution d'une situation conflictuelle.
pour mettre fin à un conflit, il faut bien que les parties au conflit s'asseyent autour d'une table et décident de la façon dont cela doit se faire. Et puis on oublie l'Ouganda, qui est un allié que M. Kabila a perdu, et M. Tshisekedi a perdu en temps. Donc il y a des renversements d'alliances également dans la zone qui ne facilitent pas tout. Et pendant ce temps, il s'en va demander le secours militaire du Tchad. Et bon, est-ce que c'est le moment pour le Tchad de se mêler de wait and see, comme disent les Anglais. On attend de voir. Là, nous allons du côté de l'Afrique du Sud. Expulsion de l'ambassadeur d'Afrique du Sud près des États-Unis depuis le samedi. Ibrahim Rasool n'est plus ambassadeur de la nation arc-en-ciel au pays de l'oncle Sam, Joël. Ah ben, c'est des choses qui arrivent, hein. Surtout avec le locataire de la Maison Blanche. C'est très vite arrivé d'être licencié et encore plus d'être déclaré persona non grata. Et l'Afrique du Sud n'est pas née de la dernière pluie, donc ne s'en laissera pas compter. Il est significatif que ce type de clash soit né avec l'Afrique du Sud. Et beaucoup d'autres pays ont choisi de faire profil bas, mais sur un certain nombre de questions, l'Afrique du Sud a su hausser le ton et demander des explications pour ne pas tenter même de, voilà, de donner des coups. Et donc c'est dans la série des coups que les uns et les autres se donnent. Et ce n'est qu'une péripétie. Ce dernier sera accusé, dans l'annonce faite par le secrétaire d'État américain, le diplomate sud-africain est accusé de haïr Donald Trump. C'est quand même un mot fort, hein, haïr. Bon, vous savez, dans le jargon, des mots utilisés par Donald Trump, c'est juste un mot qui a une connotation qui montre que le même Donald Trump qui dit que ce sont des propos de haine pourrait dire demain qu'il est en parfaite lune de miel avec l'Afrique du Sud. Donc, c'est une question d'intérêt. Et mon vis-à-vis a très bien fait de le souligner. Oui, mais l'intérêt ne nous amène pas à être méchants. Non, c'est pas de la méchanceté. C'est quoi alors? Lorsque ça vient de Donald Trump, c'est pas méchant, c'est normal. C'est parce qu'en fait, il y a une difficulté d'acceptation de la personnalité de Donald Trump tel qu'il est par le monde en général. Il y a certains qui ont déjà compris. Ce qui fait que quand c'est un peu comme le langage utilisé par les Américains, il y a des expressions qu'ils utilisent qui naturellement devraient signifier une insulte. Mais quand vous regardez leur quotidien, c'est des expressions qui viennent juste embellir leur façon de parler. Et je pense que quand vous prenez le cas typique du président américain Donald Trump, il y a beaucoup de choses qu'il dit qui ne sont pas réellement des choses qu'il pense dans le stricto sensu. Mais c'est une stratégie souvent qu'il met en place pour obtenir ce qu'il veut, surtout en matière de deal. Et dans le cas de l'Afrique du Sud, on ne va pas cacher le lien entre Elon Musk et cette Afrique du Sud. On ne va pas cacher le lien qui existe entre la position de l'Afrique du Sud lorsqu'il s'agissait de la Cour internationale de justice par rapport à Israël. Et l'adhésion de l'Afrique du Sud au BRICS également. Au BRICS également, et qui menace le dollar. Et donc, le président Donald Trump est dans une optique de redonner au dollar américain toute sa valeur et de l'imposer davantage dans le système financier international, ce qui n'est pas le cas de l'Afrique du Sud et d'un certain nombre de pays. Donc je pense que tout ceci ensemble fait qu'aujourd'hui, il faut bien s'occuper du cas de l'Afrique du Sud. Et non seulement déclaré persona non grata, mais aussi USAID en Afrique du Sud qui fournit beaucoup en matière de santé, surtout sur le plan de la gestion du sida, avec les médicaments antirétroviraux. Ils se plaignent aujourd'hui de leur capacité de pouvoir continuer à fournir au quotidien ces antirétroviraux aux populations. Donc je pense que c'est une stratégie pour obtenir... Il faudrait que l'USAID soit encore en mesure de fonctionner, puisqu'ils sont suspendus pour 90 jours, voire licenciés. Là maintenant, Joël, moi je veux comprendre, du côté de l'Afrique du Sud, du côté de Pretoria, on a pris acte de cette décision qu'on a qualifiée de tout simplement regrettable. Mais à côté de ça, est-ce que vous croyez que le décorum diplomatique demandé par Pretoria sera maintenu du côté des États-Unis? Difficile à dire, hein. Tout est imprévisible en ce moment avec la partie américaine.
Regardez même jusqu'au vice-président Ed Vance, hein, qui n'a pas hésité pendant la première mandature de Trump à le traiter d'Hitler. Et bon, donc voilà, aujourd'hui, il va falloir faire avec et s'habituer et essayer de discerner entre ce qui est réel et ce qui est de l'ordre de la manipulation, de l'agitation. Et franchement, on assiste à une nouvelle ère des relations internationales. Et on avait rarement vu ça. On pensait qu'on avait atteint ce niveau avec le Nord-Coréen, mais bon. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que cette expulsion aujourd'hui ne cache pas un peu le problème agraire soulevé par Donald Trump il n'y a pas longtemps? Agraire? Oui, le traitement des boers. Oh, oui. Ah, oui. Bon, je pense qu'il y a un peu de tout cela. Vous savez, déjà, quand vous prenez Elon Musk, il appartient à cette catégorie de boers. Et il est touché par les conditions dans lesquelles les Blancs, anciens... Richard. Voilà, ceux qui possédaient les champs aux États-Unis et beaucoup de mines, aujourd'hui se retrouvent dans des situations plus ou moins précaires. Pour un certain nombre, il faut rappeler qu'il y a encore de ces boers-là qui détiennent une manne considérable de l'économie, ce qui fait d'ailleurs le mécontentement d'une grande partie des populations noires de l'Afrique du Sud. Donc je pense qu'il y a un peu de tout cela. Mais aujourd'hui, la question même est de savoir est-ce que l'Afrique du Sud est capable à elle seule de tenir, parce que l'Afrique du Sud est dans une dynamique de tenir. Et ils l'ont répété plusieurs fois. Ils ont pris des positions assez remarquables, même vis-à-vis de la situation au Rwanda. Ça fait partie, l'Afrique du Sud fait partie de ces pays-là qui ont même décidé d'envoyer des soldats pour mettre fin à cette avancée du M23 et du Rwanda. Donc je pense que en regardant tous ces paramètres, on se rend compte que l'Afrique du Sud peut, dans un élan de sa capacité à être avec les BRICS, décider de tenir tête. Maintenant, jusqu'où? Parce que combien, à quel prix? Parce que quand on voit l'influence du soft power américain aujourd'hui, de cette branche énorme de ce soft power qu'est le USAID, on se rend compte que plusieurs États, même les États européens, parfois se retrouvent dans l'obligation de fermer les yeux sur un certain nombre de choses pour continuer à exister économiquement. Là, nous allons du côté de la Turquie, après cette brève escale faite du côté de l'Afrique du Sud. La dissolution du PKK est-elle possible face au bombardement turc? Le président du PKK a lancé un appel à la branche armée de déposer les armes face à Ankara, Joël. Ce n'est pas la première fois que les dirigeants d'Ankara rêvent de dissolution et de disparition du PKK, mais est-ce qu'on peut nier l'évidence? Est-ce qu'on peut nier la réalité kurde? Et donc, il faudra plus que ça. Et si ils pensent anéantir militairement le PKK dans la partie turque, il faudrait bien encore s'en prendre au reste du Kurdistan qui s'étend sur la Syrie, l'Irak et que sais-je encore. Et l'Iran aussi. Donc ce tiridentisme kurde est une épine dans le pied de toutes les équipes dirigeantes à Ankara. Et donc la méthode me paraît plus proche de la fuite en avant que d'une approche qui a pris en compte les leçons de l'histoire et des changements géostratégiques qui sont intervenus dans la région, notamment en Syrie, même si Ankara pense contrôler quelque peu le régime syrien, mais je crois qu'il va déchanter rapidement parce qu'il y a des jeux d'alliance qui sont plus forts que cette volonté d'anéantir simplement cette excroissance kurde que personne ne tolère enfin, ça a été jusqu'à un génocide qu'on essaie de nier depuis des lustres. Depuis des lustres. Alors dites-moi un peu, pourquoi sur le terrain, les Turcs ne parlent pas le même là, du côté du PKK? Il y a cette volonté, l'appel du président Abdallah Öcalan a été entendu, les micmacs ont commencé, mais Ankara ne l'entend pas de ce là, pourquoi? Oui, c'est toujours la question des intérêts.
c'est la question des intérêts qui prime. Même face à l'identité culturelle aujourd'hui, on se rend compte que les intérêts prennent le dessus. On l'a vu dans le cas d'Israël et de la Palestine. On a vu plusieurs États arabes faire des déclarations, mais ils n'ont pas quand même osé aller aux actes parce que les intérêts étaient vraiment en jeu. Donc dans cette dynamique-là, ce qui se passe au niveau d'Ankara et du Kurdistan et même dans toute la région pour ce qui est de cette identité culturelle que représentent les Kurdes est quelque chose qui aujourd'hui, malgré la force de l'identité culturelle, c'est-à-dire des Kurdes, il y a les intérêts qui pourraient réorganiser tout le processus. Donc, on peut se retrouver même avec des Kurdes qui n'épousent pas forcément la même logique et la même attitude à adopter vis-à-vis de ces difficultés historiques qui ne font que se répéter, surtout qu'aujourd'hui, nous sommes dans une déconstruction et une reconstruction du système international de façon globale. Et ça, c'est tellement évident qu'on devrait s'attendre à tout. Comme l'a si bien souligné Joël tout à l'heure, il faut s'attendre à tout. Rien ne doit plus surprendre et on doit même oser. Il n'y a plus d'acquis. Les acquis n'ont plus de valeur. Aujourd'hui, si vous vous retrouvez dans un État et vous avez l'impression qu'il y a des alliances qui sont acquises, c'est le moment de tout oublier et de recommencer à construire parce que depuis des lustres, on n'a jamais vu les États-Unis voter au Conseil de sécurité des Nations Unies du même côté que la Russie. Et ça, c'est un coup énorme. La pratique même des relations internationales et des négociations font que même dans le cas où les États-Unis ne s'entendent pas avec la Russie, non pas la Russie, avec les pays de l'Europe, ils votent toujours du même côté ou à la rigueur ils s'abstiennent de voter du côté de la Russie et des autres. Mais aujourd'hui on a assisté à un vote des États-Unis et de la Russie contre le vote des Européens, et cela c'est quelque chose qui marque une rupture énorme et qui menace même l'existence, pour ne pas dire mis fin à l'existence de tout ce qu'on aurait pu en tête comme alliance et partenariat. Au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Exactement. Alors, lorsqu'on regarde un peu l'immensité du Kurdistan, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un territoire qui s'en va de la Turquie en passant par la Syrie, de l'Irak et au niveau de l'Iran. Est-ce que Ankara a raison d'avoir peur? Oui, ils doivent avoir peur des renversements d'alliances, finalement de la jonction et de ces rébellions, bien de ces irrédentismes. Et je ne vais pas dire comme Chirac, enfin, le monde va... mais, non, Ankara ne peut qu'essayer de se donner confiance et espérer également que le reste de l'Europe sera assez distraite, occupée par l'Ukraine pour éventuellement pousser son avantage, mais avec l'illusion que l'Iran s'apprête à être affaibli par les Américains et que la Syrie va être son allié pour coincer les Kurdes. C'est peut-être le calcul que fait M. Erdogan. Oui, mais est-ce que ce calcul a encore sa raison d'être? On a vu quand même, il y a la semaine dernière, je crois. On peut se tromper dans sa stratégie. Voilà, donc si l'intelligence de la nécessité n'est pas de mise, bon, ben, on constatera où ils constateront les dégâts. Mais ça ressemble beaucoup plus à une fuite en avant qu'à une capacité à proposer une solution alternative à tout ce qu'on a connu jusque-là. C'est pas une proposition. Bon, l'appel à déposer les armes, ça peut se faire, mais quand on a une réelle supériorité militaire, si on est capable, dans un laps de temps, de marquer un certain nombre d'avantages sur le terrain, je ne pense pas qu'Ankara soit en mesure d'aller à ce type d'avantage-là. Donc c'est du bluff. Et c'est surtout aussi avec l'espoir que les Occidentaux seront occupés à autre chose pour que éventuellement ils se livrent à toutes sortes de massacres et de poussées violentes pour soumettre les Kurdes, au moins chez lui. Mais ça,
Non, ce genre d'action a démontré historiquement que ça ne résout rien et que des générations survivent et continuent de manière très identitaire à revendiquer leur existence. Donc on ne peut pas les assimiler ni les réduire comme ça. Alors justement, parlant de ça, nous avons vu la semaine dernière du côté de la Syrie un accord signé entre la nouvelle équipe de Damas et la faction kurde de la Syrie. En tant que consultant en géopolitique, que pense la Turquie de ce rapprochement et quelle lecture vous en faites? Alors certainement la Turquie se pose la même question que vous êtes en train de me poser. Que penser réellement de ce rapprochement? Parce que dans un premier temps, la Turquie a estimé et a déclaré haut et fort que la Syrie, ce qui s'est passé en Syrie, c'est grâce à eux. Grâce à la Turquie. Et voilà qu'on sait ce que Ankara attend de l'existence des Kurdes. Et donc, il y a plusieurs facteurs qui montrent que la Turquie elle-même ne sait plus à quoi s'attendre. Et donc, il faut prendre des dispositions pour contrecarrer toute initiative qui pourrait aller contre les intérêts de la Turquie. Et il faut dire que la Turquie était dans un certain élan par rapport à son rôle sur la scène internationale, mais depuis l'arrivée du président Donald Trump, la Turquie n'a plus cet élan de deal broker pour ce qui est de la situation avec l'Ukraine et le reste du monde. La Turquie n'a plus, on ne sait plus où est passée la Turquie. Chacun tremble, hein? Exactement. Et il y a eu des révélations qui ont été faites au niveau des États-Unis qui montrent que, d'une façon ou d'une autre, le gouvernement américain finançait même un certain nombre de groupes et que ce groupe-là, qui est aujourd'hui en place en Syrie, pourrait faire partie de ceux qui ont été financés. Donc, est-ce que c'est vraiment la Turquie qui a œuvré à faire partie Bachar? Voilà, donc il y a beaucoup de paramètres aujourd'hui qui remettent en cause tout le système et je pense que la Turquie est en pleine réflexion mais n'arrive pas encore à trouver la bonne méthode parce qu'elle est difficile à trouver. Il faudra réagir de façon assez rapide et efficace face aux différentes actions et mouvements qui se permettent. Et puis elle est presque isolée là. Oui, elle est pratiquement isolée. Ce sont les alliances qui lui permettront de... Oui, mais alors, on veut comprendre quelque chose. Comment avez-vous analysé, Joël Ataï-Guédegbe, l'annonce du président du PKK lorsqu'il a parlé de la dissolution du PKK et est-ce que les Kurdes, eux de leur côté, veulent vraiment d'un cessez-le-feu? Oui, autant on pose la question à Ankara, autant on vous comprend ce qui se passe du côté des Kurdes. Ils le voudraient. C'est sûr qu'à terme, il faut qu'ils soient amenés à revoir leurs prétentions à la baisse. Et l'État multinational kurde n'est pas pour demain, encore que. Et si les grands de ce monde se décidaient, sait-on jamais, parce que parfois les petits alliés sur le terrain sont difficiles à gérer. Certains têtes pensantes du mouvement turc estiment que les Kurdes du côté de la Turquie ont déjà quand même fait assez de concessions, comparé à Ankara, qui reste quand même campé sur ses décisions. Oui, Ankara sera toujours dans ce sera toujours Ankara. Généralement, oui, parce que depuis les généraux, enfin, depuis les... Non, c'est une doctrine qui est très présente. On ne change pas ça du jour au lendemain. Ça conditionne, ça irrigue tout le champ ou tout le sang politique turc. Par contre, les Kurdes ont en partie fait l'expérience de l'autonomie en Irak et le PKK à travers la branche civile, aurait pu être encouragé à s'inscrire davantage dans une vision fédéraliste ou en tout cas à défaut d'autonomie trop large parce que l'État turc, historiquement, se veut un État centralisateur qui soumet tout. Donc il faudrait un gros changement de doctrine à Ankara, donc qui traverse effectivement tous les courants politiques pour qu'on aille vers une ouverture, vers une transformation du conflit. Est-ce qu'aujourd'hui, de part et d'autre, il y a des leaders capables de penser, de mettre en place une dynamique de ce type-là? Et j'en doute parfois
il n'y en a qu'un seul qui apparaisse d'un côté, donc ça ne... Et il n'y a pas les peacemakers, il n'y a pas... donc, où sont les parrains éventuellement et qu'est-ce qu'ils vont leur donner? Si l'Union européenne, par exemple, commençait à faire entendre à la Turquie, à lui montrer la carotte de l'intégration à l'Europe contre une ouverture. La reconnaissance, oui, peut-être que quelque chose bougerait, mais aujourd'hui, sans ça, je ne vois pas ce qu'ils ont, ou bien que les Américains concèdent ou donnent un rôle subsidiaire et de supplétif à la Turquie pour sous-traiter dans la sous-région. C'est vrai, ils ont cette capacité-là, en dehors d'Israël, d'être quand même d'éventuels alliés des Occidentaux pour un certain nombre d'objectifs bien compris. Et donc, ce type de deal peut arriver et transformer un tant soit peu le conflit parce que les uns les autres sont fatigués. Les Kurdes même sont fatigués. Ça coûte d'alimenter cette résistance-là. C'est un effort de guerre à nul autre pareil depuis plusieurs générations également. Alors, comment comprendre que malgré la main tendue du PKK envers Ankara, le président turc Erdogan continue de parler d'enjeux sécuritaires contre le terrorisme? Oui, parce qu'il considère les Kurdes dans leur essence comme des terroristes. C'est une question de perception. Et cette perception, parfois... Oui, mais est-ce que ce n'est pas une façon pour lui de faire perdurer cette guerre-là? Non, l'objectif n'est pas de faire perdurer. Les Kurdes n'ont pas moins eu recours à des méthodes terroristes en dehors du champ du conflit. Encore que, qu'est-ce qu'on appelle terroriste? Quand il y a eu des attentats, même en dehors de la scène. Voilà, les terroristes deviennent parfois les leaders... Suivez mon regard, suivez mon regard. Oui, c'est vite arrivé. Les Ben Gourion. Je préfère donc rester tranquille et ne pas insister sur que ce soit la véracité ou non de ce qualificatif, parce que au bout du compte, quand vous regardez l'histoire, ce qualificatif n'a de valeur que pour celui qui l'utilise. Oui. C'est lui qui sait ce qu'il met dedans, et de l'autre côté, on peut avoir quelqu'un d'autre. C'est beaucoup plus un disqualifiant d'ailleurs. Exactement. Donc, dans le cas d'espèce, je pense que c'est habiller le sujet de la façon dont ça arrange la Turquie aujourd'hui. Et c'est une question d'intérêt. Okay. Si aujourd'hui la Turquie se rend compte qu'il y a plus d'intérêt à changer de qualificatif aux Kurdes, la Turquie fera très tôt de dire que les Kurdes représentent même une partie très importante du système. Oui, mais est-ce que vous voyez Ankara sortir de telles déclarations? Quand on connaît un peu l'homme, quand on connaît un peu le président turc, est-ce que vous le voyez subitement habiller les Kurdes de Turquie? Si tout de suite, les Européens décident qu'il fait son entrée à l'Union européenne. Oh mon Dieu. Mais c'est quelque chose pour lequel la Turquie a travaillé depuis très longtemps, et ça représente beaucoup d'argent, beaucoup d'intérêts stratégiques, beaucoup de choses pour la Turquie. La Turquie serait naturellement prête à peut-être fermer un œil sur même le qualificatif, changer le qualificatif, penser au caractère fédéral même de la Turquie, tout en prenant ces dispositions pour que ça ne déborde pas. Et là, cela signifierait simplement que... Comme quoi chaque mouton a son prix, hein, Joël. Ah ben... si ça déborde, ça n'éclate pas qu'au visage de la Turquie, mais de toute l'Europe. Donc voilà un peu... Nous allons du côté du Canada, soutien indéfectible à l'intégrité territoriale de l'Ukraine par le G7 Charlevoix. Au Canada a servi 2 cadres à 3 messes des chefs de la diplomatie du G7, Joël. En attendant, il ne leur reste que ça, c'est-à-dire parer au plus pressé et se rappeler éventuellement aux bons souvenirs de l'oncle Tom. Et qui sait manier finalement le bâton et la carotte, comme on l'a vu rapidement avec Zelensky, qui s'est fendu d'une lettre d'allégeance assez inédite à ce niveau-là. Et donc le reste de l'Union européenne n'a pas les moyens de changer la donne que de donner la voix, que de gesticuler, comme ça, se serrer les coudes. Et au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas d'autre moyen pour transformer l'approche trumpienne. Et donc c'est Trump qui a les cartes en main.
Ben oui, retenez-moi avant pour que je ne me batte. Oui, mais est-ce que finalement, Donald Trump ne fonctionne pas en mode chantage aussi un tout petit peu? Parce que, avec ta permission, Joël, parce que comment comprendre qu'au sortir de cette rencontre, le G7 fait preuve d'une forte unité autour de la question ukrainienne après les discussions? Non, c'est en partie la monnaie d'échange. Chacun sait ce qu'il est en train de gagner, de perdre. Une bonne partie des Européens a toujours tablé sur le gaz russe, qui est bon marché, enfin qui a été négocié à des conditions assez concessionnelles et intéressantes. Et donc déjà, il y a cette déstabilisation que vivent mal ces pays européens. Il n'y a pas le change, même si Trump est en train d'annoncer qu'on pourrait reconstruire les capacités ukrainiennes, mais ce sera à quel prix? Parce que il a déjà démontré qu'il n'est pas prêt à faire des cadeaux à n'importe quel prix. Oui, mais il est prêt à participer à la reconstruction, à faire participer les entreprises américaines à la reconstruction. Tirer les marrons du feu, y compris en Russie. Ouais. Et pourquoi même pas se payer le luxe d'une alliance extraordinaire, inédite, avec la Russie, avec le rêve secret d'isoler complètement la Chine. Et c'est là que le jeu peut être intéressant. Le fameux G7 a quelques moyens je pense qu'ils ne commettront pas l'imprudence d'aller à des taxes, à des contre-taxes contre tout ce que Trump annonce, parce que ce serait intenable. Mais quand on fait bien les calculs, ils ont retiré une bonne partie de leur bille de la Chine. Et ils détiennent là des moyens de pression sur l'oncle Sam de manière inattendue. Et donc, le sort du dollar, ce que le dollar va devenir pour le bon fonctionnement de l'économie américaine, et pour qu'elle soit capable également de vendre, parce que si les Américains n'arrivent pas à vendre, ça va être ça va être plus dramatique, plus difficile à soutenir et à expliquer aux Américains. Donc, Trump il a en partie le dos au mur. Si les autres du G7 ont conscience de ces outils, de ces leviers, et reste assez soudé et cohérent. Et même à moyen terme, je crois que là, on va assister quand même à un rééquilibrage, à d'autres discours très rapidement de la part des États-Unis. Alors, lorsque le G7 menace la Russie de nouvelles sanctions, est-ce que les États-Unis ne jouent pas là à un double jeu? Ou alors, le G7 ne serait pas le gant de velours que Donald Trump réserve à la Russie? Vous savez, Donald Trump a même caressé la perspective d'un G8 avec la Russie, déjà. Oui. Ce qui signifie que les propos du G7, bien que quand on parle de G7, on voit aussi les États-Unis, les propos du G7 n'engagent pas les États-Unis de façon directe, parce que les États-Unis sont dans une perspective de deal. Donc, il faut dire... Donc, comme quoi Trump voit les affaires partout? C'est un homme d'affaires. Il fonctionne comme ça. Il ne fait que ça. Et je ne vois pas pourquoi certains analystes ont du mal à comprendre que ce monsieur est un businessman et que pour lui gérer les États-Unis, c'est faire du business. Il le dit, il le chante à tout bout de champ. Et parfois, on a du mal à accepter qu'il ne souhaite pas qu'il y ait la guerre. Mais il n'y a aucun businessman qui peut prospérer en temps de guerre. Et donc, je suis persuadé d'une chose, c'est que il est en train réellement de travailler pour qu'on arrive à une période où les armes se taisent, pour qu'il puisse faire prospérer son business. Maintenant, à quel prix? C'est ça le problème. Et je pense que les Européens aujourd'hui, que ce soit le G7 ou le G10 ou 8 qui a été rassemblé rapidement au lendemain des déclarations de Donald Trump et même de l'application de la décision d'appliquer certaines taxes aux pays européens, ils se sont rassemblés rapidement à Paris. Quel que soit le groupe de rassemblement aujourd'hui, ce groupe doit reconnaître une place et sortir avec une stratégie vraiment, je ne vais pas dire responsable, mais une stratégie qui ne crucifie pas l'Union européenne. Pourquoi? Parce que les pays européens ont une situation économique alarmante. Ouais, très précaire. Et ça, il faut qu'ils le reconnaissent et qu'ils ne se lancent pas, parce qu'il y a certains pays qui ont déjà commencé aussi à parler de taxes vis-à-vis des produits américains, qui veulent suivre l'exemple du Canada. Non, le Canada
est un pays à part entière et qui peut gérer sa guerre commerciale avec tout comme les le États-Unis. Mexique. Hein. Le Mexique a quand même fait reculer Donald Trump un tout petit peu. Un tout Hein. petit peu, oui. Parce que le Mercosur est déjà quand même la reconnaissance de l'interdépendance de ces trois pays. Exactement. Mais pour ce qui est des pays européens, moi je pense qu'il y a quand même une nécessité de réellement s'asseoir et de penser la stratégie autrement. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui, il n'y a que le Royaume-Uni qui parle concrètement d'envoyer des hommes sur le terrain ukrainien. Tout autre État qui se permet de dire cela, je me demande si il va mesurer la portée, parce que on a entendu Donald Trump dire au président, au premier ministre du Royaume-Uni, est-ce que vous pouvez aller seul en Ukraine? Il a éclaté de rire, le premier ministre. Et dans son rire, pour toute personne qui analyse, comprend que bon, il a dit c'est mieux de ne pas aborder la question, mais pour une question de souveraineté, il faut penser de façon constructive. Donc je pense réellement qu'on est là face à une situation qui nécessite vraiment du tact de la part des leaders de l'Union européenne qui ne sont même pas unanimes sur le comportement adopté vis-à-vis de cette question. Donc s'ils n'ont pas du tact, on pourrait assister là même à un éclatement de l'Union européenne. Alors, présent au Canada, le chef de la diplomatie américaine a quand même affiché un optimisme prudent quant à la possibilité d'une trêve entre l'Ukraine et la Russie. Il fait bien de revenir à sa considération, parce que la Russie n'est pas n'importe quel client. La Russie a une tradition de négociation qui ne se laisse pas douter. Et voilà ce qu'il y a à faire. Donc c'est aux conditions pratiquement de la Russie que vont se faire les négociations. Et là, les Américains ont raison de commencer à se montrer prudents, et avec un partenaire qu'ils désirent, mais dont ils ont pris conscience quand même de la particularité. Il est plus facile de soumettre Zelensky, qui est complètement dépendant, que de le faire vis-à-vis de la Russie, dont on a par ailleurs besoin, et éventuellement face à la Chine d'un côté, et pour s'entendre comme larron en foire au pôle Nord, au Groenland, où les États-Unis et la Russie se touchent pratiquement. Donc, qui sait ce que tout ça nous réserve. Donc, on ménage quand même le futur partenaire ou allié russe. Toute analyse de fait, est-ce que vous avez l'impression que la Russie est prête à faire des concessions? Oui. Je pense que la Russie est prête à faire des concessions, parce que même la Russie est fatiguée. Elle est prête à lâcher la Crimée, par exemple? Non, personne ne lui demandera ça. C'est à qui? C'est pas au programme. Non, c'est les terres. Non seulement la Crimée n'est pas au programme. Le Donbass également? Non, on va le concéder de nouvelles frontières. Alors, qu'est-ce qui sera au programme? Le programme, c'est les investissements. Et les investissements, on fait des business. Comment est-ce que ça va se gérer? Et pour vous dire la vérité, de façon totalement objective, ce qui intéresse les pays européens aujourd'hui, ce n'est pas forcément Zelensky et l'Ukraine. Si on doit se dire la vérité. C'est comment avoir un retour sur investissement, parce que même si la taille de leur investissement n'égale pas l'investissement des États-Unis, ils ont investi en temps de difficulté. Et donc, si ils ne sont pas à la table de négociation, la reconstruction de l'Ukraine se fera. Est-ce que c'est possible ça, c'est qu'ils ne soient pas à la table de négociation? C'est ce qu'on est en train de voir, non? C'est ce qu'on est en train de voir. Ils sont allés, je pense... En Arabie Saoudite? En Arabie Saoudite, l'Union européenne n'était pas concernée. Les discussions entre Zelensky et les États-Unis, pas d'intervention de l'Union européenne. Et donc, jusque-là, tout semble faire croire que même si on leur demande de venir à la table, ils seront très loin, comme la table qu'on a vue. Alors, ce serait quoi pour vous? C'est la dernière question. Hein. Ce serait quoi pour vous le dernier chantier de Donald Trump? Parce que là, maintenant, on n'entend plus trop parler de l'OTAN. On a comme l'impression que là, il est focus sur la guerre russo-ukrainienne. Peut-être qu'il a oublié l'OTAN, hein, on ne sait pas. Non, il entend faire payer les Européens. Il entend les faire contribuer. Plus. 1, ça c'est non négociable. 2, sur la reconstruction, il se taille des avantages. La part du lion? Ah ben oui, complètement. Et
de manière inattendue jusqu'en Russie. Et c'est ça qui est extraordinaire dans son approche. Et la Russie n'est pas moins intéressée d'avoir des investissements directs qui arrivent, qui vont servir de levier pour cette économie. Et troisièmement, le cynisme est total et c'est très américain. On l'avait vu en 90-91 pour la guerre d'Irak, et où elle a entraîné les Européens, ses alliés. Elle espérait même entraîner l'Allemagne fédérale et le Japon, et les deux pays qui ont été défaits principalement avec l'Italie à la Deuxième Guerre mondiale, et qui ont été interdits de s'armer jusqu'à un certain niveau. Est-ce que cette interdiction ne sera pas entre alliés, justement, non, tous ces pays ont recommencé. Et l'Union européenne a dressé un plan d'investissement ou de financement massif, y compris à travers des déficits budgétaires, donc en niant, en reléguant complètement leur doctrine de côté. Et ça se paye économiquement. Et donc, ça devient un avantage dans la concurrence pour les États-Unis par rapport à ses partenaires et concurrents occidentaux qu'il va semer, qu'il va soumettre à son rythme. Et donc, il est triplement gagnant. Sa stratégie est très forte s'il reste cohérent. Et les autres ont très peu de moyens de répliquer à court terme, en tout cas. Voilà, c'est avec cette intervention de notre expert en gouvernance, Joël Ataïgué-Degbi, que nous mettons en terme à notre émission de cet après-midi. Merci Joël. Oui. Bonne reprise, Morgane. C'est un plaisir. Chers internautes, le plaisir était partagé. Choisissez toujours ESAE Télévision pour décrypter l'actualité internationale. C'est tous les lundis après-midi, ESAE Télévision, la meilleure des web télé.